Bonjour, je vais vous parler du coronavirus respiratoire bovin, les actualités en termes de dépistage, les données de prévalence et ses implications dans les bronchopneumonies infectieuses en zootique bovine. Pourquoi avoir mis en place la recherche de coronavirus respiratoire bovin au LDA 71 ? Un peu d'histoire tout d'abord. Les premières descriptions de pneumonie bovine associées à des coronavirus remontent au milieu des années 80. Ainsi, en France, en 1986, Bogiro et Nicolas rapportent 2 cas de pneumonie à coronavirus chez des veaux. Ce virus tombe un petit peu dans l'oubli et il faut attendre le printemps 2003 avec les épisodes de SRAS en Asie pour connaître un regain d'intérêt pour les coronaviroses respiratoires aussi bien humaines qu'animales. Pourtant, le double tropisme à la fois digestif et respiratoire des coronavirus est bien connu dans d'autres espèces. Ainsi, par exemple, chez le porc, c'est un virus muté de la gastroentérite transmissible qui est à l'origine des épisodes de coronavirose respiratoire porcine. Autre élément plus technique cette fois, nous avons mis en place au LDA 71 un outil multiplex moléculaire pour la détection simultanée de 6 agents pathogènes, les virus RSV PI3, Mycoplasma bovis et les Pasteurella C, Pasteurella multocida, Mannemia hemolytica et Histophilus somni. Il était pour nous alors facile d'ajouter un 7e agent sans multiplier pour autant les coûts analytiques. Nous avons donc réalisé des essais préliminaires sur 98 échantillons terrain et nous avons trouvé donc, sur 24 de ces échantillons la présence de coronavirus respiratoire. À noter que cette prévalence donc, de 24,5% est comparable à celle que l'on observe pour le RSV qui est de l'ordre de 20 à 25%. À noter également que seuls 4 échantillons parmi ces 24 étaient à la fois positifs pour le coronavirus et pour un autre virus, le RSV et ou le PI3. Ces données préliminaires étant encourageantes, nous avons alors proposé la détection de coronavirus respiratoire associé aux 6 autres agents pathogènes dès le mois d'octobre 2012. Vous avez ici représenté la prévalence apparente des 7 agents pathogènes sur 513 échantillons analysés entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015. On peut constater que la moitié des échantillons sont positifs pour Pasteurella multocida. Viennent ensuite les 2 autres Pasteurella C, Mannemia hemolytica, Histophilus somni et les virus RSV et coronavirus, détectés dans 20% des cas. Les prévalences apparentes pour Mycoplasma bovis et Histophilus somni sont respectivement de 10 et 7%. Si on compare maintenant la prévalence apparente pour le RSV ici en bleu et le coronavirus respiratoire en orange, en fonction de la nature des prélèvements analysés, on constate que le RSV est détecté de façon plus importante dans les prélèvements qui concernent les parties inférieures de l'appareil respiratoire, liquide d'aspiration transtrachéale et poumons, alors que le coronavirus est détecté de la même façon, que ce soit dans les voies respiratoires supérieures, sur ENP, ou dans les voies respiratoires inférieures. À noter que très peu d'échantillons sont doublement positifs pour le RSV et le coronavirus, de l'ordre de 4,5%. Qu'en est-il maintenant de la prévalence du coronavirus respiratoire sur des veaux cliniquement sains ? Nous avons effectué une étude sur 54 écouvillons nasopharyngés profonds prélevés sur des veaux cliniquement sains afin de détecter éventuellement des pathogènes en portage. Si sans surprise, nous avons trouvé des échantillons positifs pour les Pasteurella C, germes commensaux de l'oropharynx, et notamment pour Pasteurella multocida dans 50% des cas, aucun écouvillon ne s'est révélé positif pour les virus RSV et PI3 ni pour Mycoplasma bovis, et un seul écouvillon s'est révélé positif pour le coronavirus respiratoire. En résumé, la prévalence du coronavirus respiratoire bovin sur animaux atteints de bronchopneumonie infectieuse est de l'ordre de 20%, comparable à la prévalence retrouvée pour le RSV. Si le RSV est retrouvé de façon préférentielle dans les prélèvements de l'appareil respiratoire profond, ATT et poumons, le coronavirus est quant à lui détecté de façon comparable dans les voies respiratoires supérieures, ENP, et dans les voies respiratoires inférieures. Enfin, le coronavirus respiratoire n'a été détecté qu'une seule fois sur 54 écouvillons prélevés sur des animaux cliniquement sains. En conclusion, ces données nous laissent entendre que le coronavirus respiratoire peut jouer un rôle important dans les bronchopneumonies infectieuses en zootique. Quelles sont maintenant les données bibliographiques qui permettent de conforter nos observations de terrain ? Le coronavirus bovin appartient à la famille des coronaviridés et à l'ordre des nidovirales. Il appartient au sous-groupe de petit a, différent du sous-groupe de petit b, auquel appartient le virus responsable du SRAS. Le coronavirus bovin est impliqué dans 3 grands syndromes cliniques, les entérites néonatales du jeune veau,
la winter dysentery chez l'adulte et des infections respiratoires à la fois chez le jeune veau et chez le jeune adulte. Et ce seraient des mutations ponctuelles affectant le gène S, qui code une protéine d'enveloppe responsable de l'attachement aux cellules de l'hôte, qui serait responsable d'un tropisme, soit digestif, soit respiratoire. Vous avez ici représenté le coronavirus bovin. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un virus enveloppé. Il sera donc sensible à la chaleur, aux détergents et aux solvants. À sa surface figurent deux protéines. Elles sont responsables de l'attachement du virus aux cellules hôtes. On trouve au niveau de la flèche blanche l'hémagglutinine et au niveau de la flèche noire la protéine S. Ces protéines sont également impliquées dans la reconnaissance du système immunitaire de l'hôte et dans la production d'anticorps neutralisants. Elles seront donc impliquées dans la protection vaccinale. Le génome du coronavirus bovin est constitué d'un ARN simple brun de grande taille, 3 fois celle du BVD par exemple. Ce génome sera donc susceptible de muter au cours des réplications des souches sur le terrain. Que connaît-on maintenant de l'épidémiologie et de la pathogénie du coronavirus respiratoire chez les bovins ? Il faut noter que les différentes études ont été réalisées dans un système particulier, les feedlots ou parcs d'engraissement, et ont été réalisées essentiellement en Italie, aux USA et en Norvège. Ce système d'élevage joue un rôle potentialisateur dans les événements de stress ou de multi-infections qui peuvent être à l'origine d'une exacerbation des symptômes ou de la révélation du coronavirus. En ce qui concerne les affections respiratoires du veau, le réservoir du coronavirus est aussi bien chez les veaux, les jeunes adultes et les adultes infectés subcliniques ou cliniques. La transmission se fait par voie orofécale ou respiratoire et le coronavirus respiratoire peut être isolé à la fois au niveau digestif et au niveau respiratoire sur le même animal. Il a été montré par ailleurs qu'il y avait un risque accru de développer une maladie respiratoire chez le veau en présence d'anticorps anti-coronavirus respiratoire. Qu'en est-il maintenant de l'implication du coronavirus dans les bronchopneumonies infectieuses décrites dans les feedlots ? Il a été mis en évidence un portage par PCR au niveau nasal dans 84% des animaux. L'excrétion fécale est de l'ordre, quant à elle, de 96%. Il existe une forte corrélation entre le portage nasal et un risque accru de développer des troubles respiratoires. Le risque est multiplié entre 1,5 et 2,7 fois. Il existe en revanche un rôle protecteur d'une vaccination intranasale à l'aide d'un vaccin vivant modifié à l'entrée du feedlot vis-à-vis des bronchopneumonies infectieuses. Enfin, un rôle protecteur d'un titre élevé en anticorps neutralisants sur l'excrétion nasale et sur le développement des bronchopneumonies infectieuses a été démontré. Qu'en est-il de la transmission interespèces ? La plupart des coronavirus ont un spectre d'hôtes restreint. Toutefois, le coronavirus respiratoire bovin peut infecter de façon expérimentale et déclencher des pathologies aussi bien chez divers ruminants sauvages, chez le chien et chez les oiseaux. Des études cinétiques, des portages nasaux et fécaux ont été réalisés lors d'infections naturelles et expérimentales. Il a été montré qu'il y avait initialement une multiplication intense au niveau de la muqueuse nasale, puis le virus enveloppé dans le mucus nasal est avalé. Ce mucus joue un rôle protecteur contre les sécrétions gastriques et gagne l'intestin où il est responsable alors d'entérite et on assiste à une élimination fécale. Les affections respiratoires du jeune veau à coronavirus restent généralement bénignes, toux, rhinite, et peuvent parfois se compliquer de pneumonie, mais elles sont souvent associées à des entérites. Quelle est maintenant la pathogénie du coronavirus respiratoire dans le cas des bronchopneumonies infectieuses en zootique ? Son rôle initiateur a été démontré, et le stress et les surinfections bactériennes, comme les Pasteurellacées, contribuent à exacerber les lésions et les signes cliniques observés. On observe une hyperthermie élevée et une détresse respiratoire sévère. Au niveau du poumon, 50% à 80% des poumons sont atteints par une pneumonie exsudative et nécrotique, un emphysème interstitiel, des bronchiolites et de l'alvéolite. Que connaît-on maintenant de l'immunité et de la protection vaccinale vis-à-vis du coronavirus respiratoire bovin ? Les anticorps neutralisants et protecteurs ciblent les deux protéines de surface impliquées dans l'attachement du virus aux cellules de l'hôte, l'hémagglutinine et la protéine S. Lors d'atteintes respiratoires sévères, seuls les anticorps de la réponse humorale primaire, les IgM, sont retrouvés. Il a été montré un effet protecteur d'une vaccination intranasale à l'aide d'un vaccin vivant modifié contre les entérites néonatales.
Comme il n'existe aucun vaccin ayant une valence respiratoire actuellement, ce dernier devrait prendre en compte le site de multiplication particulier, l'épithélium respiratoire, et la variabilité antigénique limitée mais potentielle des souches respiratoires. Quelles sont les conséquences en termes de diagnostic de ces différentes données bibliographiques? L'excrétion nasale et la présence du coronavirus respiratoire dans les poumons d'animaux malades restent de courte durée en l'absence de complications bactériennes. Ce pathogène sera donc détectable lors de la phase clinique aiguë, comme le RSV, aussi bien sur ENP, liquide d'aspiration transtrachéale, et poumons. Le coronavirus possède un génome ARN. Il faudra donc conserver les prélèvements à 4 degrés au maximum 24 heures et les congeler au-delà, puis réaliser un envoi rapide au laboratoire sous couvert du froid positif. Il existe enfin une très forte homologie génétique entre le coronavirus respiratoire et digestif. Les tests développés pour le diagnostic des coronaviroses digestifs sont donc utilisables pour le dépistage du coronavirus respiratoire bovin. Quelles sont les perspectives en termes de recherche? Il faut dans un premier temps améliorer la connaissance des interactions qui existent entre le coronavirus respiratoire et divers cofacteurs comme le stress, les infections bactériennes, des virus immunodépresseurs comme le BVD, cofacteurs qui sont à l'origine d'une exacerbation des symptômes et de l'excrétion virale. Une autre piste d'intérêt concerne l'étude des réservoirs dans la faune sauvage, et notamment les ruminants sauvages et les oiseaux, sources de coronavirus et potentiellement d'infections pour les animaux d'élevage. Et enfin, il faudra lever les obstacles concernant le développement de vaccins respiratoires par une meilleure connaissance des mécanismes de protection immunitaire mis en jeu au niveau de la muqueuse respiratoire. Je vous remercie pour votre attention. Dans ma pratique au quotidien, je pense que c'est surtout quelque chose qui va venir dans les années. Pour l'instant, le coronavirus, c'est quelque chose qu'on ne recherchait pas. Donc, quand on ne recherche pas, on ne trouve pas, et donc forcément, on n'y est pas confronté. Et c'est intéressant de voir le rôle que ça peut jouer. Et ce qui était très intéressant dans la conférence, c'était de découvrir que c'était un élément qui était quand même assez fréquent, vu qu'on le rencontrait quasiment aussi fréquemment que le RS. Alors qu'on imaginait ça, autant c'est un virus qu'on connaît très bien pour ses pouvoirs pathogènes au niveau du tube digestif, sur les entérites néonatales, autant au niveau respiratoire, ce n'est pas un virus sur lequel on s'intéressait. Autant on faisait des recherches sur j'ai vu des recherches de torovirus ou de choses comme ça, autant sur le coronavirus, on s'y est jamais intéressé. Le message qu'il faudrait faire passer aux internautes, je pense, c'est qu'il y a il n'y a pas que le RS, il n'y a pas que le PI3 qu'on connaît, il n'y a pas que les pastorelles, il n'y a pas que Manemia. Il y a aussi certainement d'autres agents qui, pour l'instant, sont négligés, qui vont ressortir. Sur d'autres symptômes, de la même manière, le BHV4, on a toujours pensé que c'était pas pathogène, que c'était simplement un cofacteur, et de plus en plus on est en train de lui trouver des rôles pathogènes. Et c'est certainement ce qui risque de se passer avec les coronavirus, pour lequel on n'avait pas imaginé une fréquence et une implication au niveau de la pathologie respiratoire. Donc, le coronavirus est un pathogène que j'isole jamais sur mes prélèvements de veau pour les affections respiratoires, sur les liquides d'aspiration transtrachéale ou sur les écouvillons, pour la simple et bonne raison que jusqu'alors je ne le cherchais pas, car pour moi c'était quelque chose qui n'était pas pathogène en maladie respiratoire. J'étais très surpris que la prévalence donc, du coronavirus en pathologie respiratoire était autant, voire plus importante que ce qu'on pouvait trouver en RS. Après, il va falloir voir ce que ça donne peut-être sur d'autres études, sur des études plus grandes. Et après, il me reste encore des questions, c'est-à-dire de voir exactement son pouvoir pathogène qu'on peut lui attribuer à lui seul. Je pense qu'une vaccination contre le coronavirus pour les pathologies respiratoires aurait un intérêt, certainement, mais il faut d'abord qu'on soit convaincu de ses effets pathogènes, certainement. Et je pense qu'il y a encore un travail d'étude à faire à ce niveau-là, mais que c'est certainement dans les voies. Et quand on sait le temps que prend un vaccin à développer, quand on voit la fréquence qu'il a maintenant, c'est certainement un outil qui nous sera utile dans les prochaines années. En travaillant, comme le dit Claire, sur un vaccin certainement par voie intranasale, vu que c'est quand même le premier site de réplication du virus.